Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 28 août au 3 septembre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Saint-Sauveur qui a tenu une soirée de reconnaissance le 11 août dernier pour les 37 employés étudiants et les 5 aspirants animateurs du Camp Soleil ayant travaillé pour la ville du mois de septembre 2022 au mois d'août 2023. L'événement a permis de rassembler les étudiants qui ont œuvré au sein des différents services municipaux, tels que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le service de l'environnement et du développement durable et le service des travaux publics avant leur retour en classe. Ils ont pu se féliciter du travail accompli dans les derniers mois en faisant quelques activités ludiques. Pour souligner leur apport, 5 bourses de 150 $ ont été tirées parmi les étudiants ayant un dossier remarquable. De plus, afin d'encourager les 5 jeunes qui se sont impliqués au sein du camp de jour en tant qu'aspirants animateurs, un chèque leur a été remis pour souligner leur implication et leurs apprentissages. Il s'agissait de leur toute première expérience au milieu de travail. Finalement, un prix de présence a aussi été tiré parmi toutes les personnes présentes et celle qui a gagné a remporté le livre de l'auteure sauveroise Lorraine Dagenet intitulé « Saint-Sauveur, son histoire, notre patrimoine ». Le maire et les conseillers municipaux souhaitent donc remercier chaleureusement tout le personnel étudiant pour son bon travail cet été. La ville de Saint-Sauveur, par ses attraits touristiques, constitue un lieu prisé pour les hébergements touristiques de courte durée. Toutefois, si vous souhaitez exploiter votre propriété pour en faire un tel hébergement, vous devez préalablement vérifier si vous êtes autorisé à le faire auprès du service de l'urbanisme de la ville qui pourra vous guider dans le processus. Voici donc ce que vous devez savoir. Les hébergements touristiques de courte durée, aussi appelés locations en court séjour, sont définis comme toute location d'une période inférieure à 4 mois. Ces derniers sont autorisés à titre d'usage complémentaire au groupe d'usage habitation dans certaines zones de la ville. Les personnes qui souhaitent exploiter ce type de location doivent effectuer les vérifications de rigueur et obtenir les documents exigés au préalable. Il est attendu que ces personnes doivent cesser toute location en court séjour dans une zone où celle-ci est interdite ou si elles n'ont pas obtenu les autorisations requises auprès de la ville. Précisément, les démarches sont donc les suivantes. Auprès du service de l'urbanisme, vous deviez vérifier si la location en court séjour est autorisée dans la zone où se situe la propriété en consultant la carte illustrant les zones autorisées disponibles sur le site web de la ville. Vous devez obtenir un certificat d'occupation si l'activité est autorisée dans la zone de la propriété visée. Au Québec, la loi sur l'hébergement touristique et le règlement afférent stipulent qu'il est obligatoire de détenir un numéro d'enregistrement lorsqu'on veut offrir de l'hébergement à des touristes. Pour obtenir un numéro d'enregistrement, vous pouvez le faire en visitant le site Internet de la CITQ. Rappelons que les exploitants qui ne se conforment pas aux exigences demandées précédemment s'exposent à des amendes. Celles-ci, prévues à l'article 15.1 du règlement d'administration des règlements d'urbanisme, sont de l'ordre de 1 000 $ par jour pour une personne physique, ainsi que 2 000 $ par jour pour une personne morale ou une entreprise. Dans le cas d'une récidive, il s'agit du double pour chacun. Bien qu'il s'agisse d'un revenu alléchant, les hébergements touristiques de courte durée doivent être exploités conformément à la loi et aux règlements en vigueur. Pour signaler un hébergement touristique de courte durée localisé hors des zones autorisées par la ville ou pour être accompagné dans votre projet d'exploiter ce type d'hébergement, communiquez avec le service de l'urbanisme de la ville de Saint-Sauveur. La ville de Saint-Sauveur a souligné la performance sportive de 3 athlètes sauverois lors de la séance du conseil municipal du 21 août dernier. Ainsi, Nikita Pinchot, Maverick Lapointe et Thierry Pépin se sont vus remettre une bourse dans le cadre du programme de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse. Ces athlètes sauverois ont tous les 3 participé à la 57e finale des Jeux du Québec qui se déroulait du 21 au 29 juillet dernier à Rimouski. Ils se sont taillés des places de choix dans leurs disciplines respectives. Membre du club d'athlétisme Corsaire Chaparral, Nikita s'est classé au 10e rang lors de l'épreuve juvénile féminin javelot, alors que son comparse Thierry s'est hissé au 8e rang lors des épreuves juvéniles masculins 400 et 800 mètres. Ce dernier a également réalisé l'épreuve à relais 4 x 400 mètres, au terme de laquelle il est arrivé en 3e position, remportant ainsi la médaille de bronze. Quant à Maverick, dont la discipline est le vélo de montagne, il a mis la main sur non pas une, mais bien 3 médailles d'or lors des épreuves
Cross Country, XCR Relais et XCE Sprint dans la catégorie U15 masculin Cross Country. La finale des Jeux du Québec est une compétition multisport qui réunit les meilleurs athlètes de la province âgés de 12 à 17 ans. Lors de cet événement de haut niveau, les jeunes représentants de toutes les régions du Québec s'affrontent pour remporter les grands honneurs dans leurs disciplines respectives. La municipalité de Piémont a mandaté l'organisme Éco-Corridor Laurentien pour l'accompagner dans la réalisation d'un plan de conservation de ces milieux naturels. La municipalité souhaite donc cibler les milieux naturels à protéger ainsi que les enjeux environnementaux à prendre en compte sur son territoire. Grâce aux résultats obtenus, elle pourra intégrer l'opinion de ses citoyens dans la démarche. Vous pouvez remplir un court sondage d'environ 15 minutes et courir la chance de gagner une paire d'accès annuels aux parcs nationaux du Québec d'une valeur de 150 $. Vous avez jusqu'au 11 septembre pour y répondre sur le site web de la municipalité. Revenez-nous après la pause. La ville de Prévost et la coopérative Incita lancent la première édition de leur défi citoyen zéro déchet. Les foyers participants recevront durant 6 mois un accompagnement sur mesure, du contenu, des ateliers et des conférences exclusives et gratuites. Le but est de réduire ses déchets, repenser sa manière de consommer et trouver d'autres solutions pour effectuer une transition écologique. Une cohorte de 20 familles pourra mener l'expérience du défi citoyen zéro déchet cet automne. Le défi est gratuit, mais les places sont limitées. La ville de Prévost poursuit sa quête pour un avenir durable en lançant une deuxième phase de consultation pour le projet innovant de contenants réutilisables. Après le succès de la première rencontre en juin, la ville sollicite à nouveau la participation active de la communauté. Si vous avez à cœur l'environnement et l'avenir de votre ville, joignez-vous à cette initiative en participant à cette démarche éco-responsable. Inscrivez-vous dès maintenant par courriel au environnement@ville.prévost.qc.ca pour la prochaine rencontre de consultation prévue à la fin septembre. Restez à l'affût pour tous les détails concernant la date et le lieu de cette importante réunion. Votre engagement est essentiel pour construire un Prévost plus vert et plus durable. Si vous avez besoin d'un objet, mais vous ne comptez pas l'utiliser régulièrement, alors pourquoi pas l'emprunter plutôt que de l'acheter? Les citoyens de Prévost deviennent les premiers dans les Laurentides à bénéficier de l'abonnement annuel au Partage Club gratuitement. Vous pouvez découvrir comment le Partage Club peut vous aider à réaliser des économies et à optimiser votre budget. Cette application vous offre un accès illimité à une variété de biens sans que vous ayez besoin de les acheter. C'est une alternative très intéressante face à la hausse du coût de la vie. Si vous êtes propriétaire d'un système septique de type Bionest, EcoFlow, Enviroseptique ou un autre système non conventionnel, il est obligatoire d'être lié en tout temps au fabricant via un contrat d'entretien annuel. Ne pas renouveler ce contrat fait en sorte que le système n'est pas vérifié annuellement. Cela peut entraîner de mauvaises surprises, des problèmes au moment de la vente de la propriété ou même une mise en infraction puisque le tout est réglementé au niveau provincial. Il est important de bien lire le rapport d'inspection puisque ce dernier peut renfermer des indications de problèmes ou de mauvais fonctionnement qui peuvent entraîner une fin de vie prématurée de votre système. Il est également primordial de préciser que les compagnies ne communiquent pas avec les propriétaires pour mentionner des problèmes indiqués sur ce rapport. Pour toute information, vous pouvez appeler au 450-224-8888 au poste 6230. Le CI3S des Laurentides est fier d'annoncer la venue d'un nouveau service pour les parents des Laurentides, des séances d'information portant sur l'alimentation du nourrisson. Animées par une nutritionniste, les séances d'information permettront aux parents d'en apprendre davantage sur les recommandations générales liées à l'alimentation de leur nourrisson, sur le processus d'introduction des solides et sur la diversification menée par l'enfant. Le tout est offert gratuitement aux parents des Laurentides par le biais de 2 séances en vidéoconférence. Ce nouveau service vise à outiller les parents lors de l'intégration des aliments chez les nourrissons. Ils pourront ainsi accompagner leur bébé avec confiance dans cette nouvelle étape. Madame Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, est heureuse de cette nouveauté.
Elle affirme que c'est une joie de pouvoir offrir un soutien aux familles, et ce, dans le confort de leur domicile via la vidéoconférence. Elle ajoute que les experts pourront informer, conseiller et répondre aux questions des parents, ce qui leur sera très utile. Elle ajoute également qu'elle est fière de cette initiative qui provient des équipes du CI3S. Pour tous les détails, notamment pour consulter le calendrier des séances et les modalités d'inscription, visitez la section Alimentation du nourrisson du site web du CI3S des Laurentides. La MRC des Pays d'en haut souhaite obtenir des offres afin de louer l'aire de restauration à une entreprise qui comblera les besoins alimentaires des clients du centre sportif Pays d'en haut, situé au 252 boulevard de Sainte-Adèle à Sainte-Adèle. L'offre alimentaire devra être variée et saine. Le locataire doit également détenir un permis d'alcool qu'il s'engage à maintenir en vigueur pour la durée entière du contrat. Le menu pourrait inclure des sandwichs de type panini, nachos, soupe, croissant, bagel, muffin, bar énergétique, un bar à salade, des jus de fruits frais, des smoothies, du café et de la bière en fût. Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents via le site web de la MRC des Pays d'en haut, lesquels seront disponibles en ligne à partir de la fin août, et déposer leur offre au bureau de la MRC situé au 1014 rue Valiquette à Sainte-Adèle. La MRC des Pays d'en haut annonce que dès le 4 septembre, un nouveau fournisseur desservira la ville de Saint-Sauveur et les municipalités de Piémont et de Sainte-Anne-des-Lacs pour la collecte des bacs roulants et des encombrants. La MRC tient à préciser que l'arrivée de ce nouveau fournisseur n'engendrera aucune modification dans les fréquences et les journées des collectes. Précisons également que même si cette date d'arrivée coïncide avec un jour férié, les collectes sont maintenues cette journée-là. La MRC est consciente que des ajustements vont peut-être être nécessaires et que le public est invité à consulter son site web et à remplir le formulaire des requêtes si un bac n'est pas collecté selon leur calendrier. Il est possible de consulter les calendriers couvrant la période d'août 2023 à août 2024 sur le site web lespaysdenhautrecycle.com. Les bacs et encombrants seront collectés selon les consignes de la MRC des Pays d'en haut. Si des ententes spéciales ont été prises directement avec le fournisseur actuel, elles ne seront pas transmises à la nouvelle compagnie. Ainsi, il est important de bien disposer ces contenants au chemin. Été comme hiver, les bacs doivent être en bordure de la rue avant 7 heures le jour de la collecte, à l'exception de la rue principale à Saint-Sauveur où le camion passe dès 6 heures. Il est fortement recommandé de sortir les bacs la veille au soir de la collecte. Il faut les placer sur votre propriété en respectant une distance maximale de 1,5 m de la rue et ne pas obstruer la circulation. Les poignées et les roues doivent être orientés vers la propriété pour faciliter le déversement dans le camion. Vous devez vous assurer que le contenu est entièrement vidé et éviter les bris sur le contenant. Il est important de laisser un dégagement suffisant d'au moins 50 cm autour de chaque bac afin que la pince du camion puisse y accéder. Les surplus, sacs ou matières à l'extérieur des bacs ne sont pas ramassés. Pour plus d'informations, consultez lespaysdenhautrecycle.com. Un formulaire de requête en ligne est disponible pour signaler toute problématique. Il est également possible de communiquer avec la ligne InfoCollect au 1-855-PDH-RECI ou 450-229-8052. Revenez-nous après la pause. C'est à Lac de Saint-Île que le Conseil de la MRC des Pays d'en haut a tenu le 15 août dernier sa 6e séance ordinaire de 2023, reprenant ses activités après une petite pause estivale. Les mairesses et les maires des Pays d'en haut avaient un menu de la rentrée bien garni. Parmi le nombre important de décisions prises, notons une offre finale pour la vente du pavillon Montfort, une importante subvention du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs dans le cadre de la collecte des matières organiques et un soutien accru aux associations sportives jeunesse qui œuvrent au centre sportif Pays d'en haut. Dans le dossier de la vente du pavillon Montfort, situé dans le secteur éponyme de Wentworth Nord, le Conseil a décidé de faire une contre-offre finale à la municipalité de Wentworth Nord afin notamment d'assurer un accès continu au lac Saint-François-Xavier et aux usagers du corridor aérobique. La municipalité devra confirmer son intention ou pas d'acheter aux conditions de l'offre finale au plus tard le 7 septembre prochain.
Le gouvernement du Québec, via le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, a annoncé le 4 août dernier l'octroi d'une subvention de 493 998 $ à la MRC des Pays d'en Haut pour son projet d'acquisition d'équipements de collecte de matières résidentielles. Ainsi, plus de 14 500 bacs et 55 conteneurs destinés à la collecte de matières organiques seront distribués sur l'ensemble du territoire de la MRC. La collecte de ces matières est en cours depuis 2015 et les matières organiques sont actuellement traitées par compostage. On estime à 3 367 tonnes la quantité de résidus alimentaires et verts collectés annuellement. La MRC augmente ainsi substantiellement les heures de glace allouées et donc le financement de septembre 2023 à avril 2024 pour les 3 organismes sportifs suivants. La Ligue des mini-palettes roses se voit attribuer 108 heures de glace pour un montant maximal de 24 840 $ taxes incluses. Patinage de vitesse Pays d'en Haut obtient quant à lui 137,5 heures de glace pour un montant maximal de 31 625 $ taxes incluses. L'Association du hockey mineur de Sainte-Agathe-des-Monts récolte quant à elle 594 heures de glace pour un montant maximal de 136 620 $ taxes incluses. La MRC des Pays d'en Haut rappelle que la programmation d'automne pour son centre aquatique est disponible en ligne et que les inscriptions se dérouleront du 27 août au 9 septembre. La programmation de natation Nager pour la vie se déroulera sur 10 semaines, soit du 25 septembre au 3 décembre. Les programmations mise en forme aquatique et mise en forme en salle, quant à eux, s'étendront sur 12 semaines, soit du 25 septembre au 17 décembre. Les inscriptions pour les résidents d'une municipalité se dérouleront du 27 août au 2 décembre. Les municipalités partenaires du Centre sportif Pays d'en Haut sont Estérel, Lac-des-Saint-Îles, Morin Heights, Piémont, Saint-Adolphe-d'Howard, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Les inscriptions auront lieu pour tous du 3 au 9 septembre. À noter que du 27 août au 9 septembre 2023, vous pourrez vous inscrire en ligne ou en personne selon l'horaire suivant. En ligne, tous les jours du 27 août au 9 septembre, de 9h à 20h. En personne, du lundi au vendredi de 9h à 20h et les samedis et dimanches de 9h à 17h. En vertu d'une entente conclue entre la Ville de Sainte-Adèle et le transport adapté et collectif des Laurentides, les étudiants fréquentant une institution collégiale ou universitaire à temps plein peuvent bénéficier de la gratuité pour les titres de transport du circuit L'Inter, liaison Mont-Tremblant-Saint-Jérôme. Chaque étudiant peut se procurer un maximum de 4 titres de transport par session. Les titres sont d'une durée de 30 jours. Ils s'activent automatiquement au premier jour de leur utilisation et s'annulent à la 30e journée d'utilisation. Les titres sont disponibles à la place des citoyens pendant les heures d'ouverture. La présente entente a débuté le 1er janvier 2023 et se termine à la fin de la session d'automne 2023. Pour se prévaloir de la gratuité, l'étudiant doit être résident de la ville de Sainte-Adèle et fréquenter une institution collégiale ou universitaire à temps plein. Les documents à fournir sont une pièce d'identité avec photo et une preuve d'inscription à la session hiver et ou automne 2023. L'étudiant doit se procurer son titre mensuel en personne à la place des citoyens. Il s'engage à utiliser pour lui seul ce titre qui lui est offert et il s'engage à ne pas vendre ce titre ou à faire bénéficier une autre personne. En offrant la gratuité dans les transports collectifs, la Ville de Sainte-Adèle souhaite faciliter l'accès des étudiants à des lois aux établissements d'enseignement postsecondaire de la région. Le mardi 9 septembre de 10h à 15h, le service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Adèle invite la population à une journée porte ouverte à la caserne des pompiers située au 100 rue des Cantonniers. Plusieurs activités sont au programme. Un parcours de pompiers pour les enfants, la manipulation d'équipements, des démonstrations de techniques d'intervention, une visite de la caserne et des véhicules, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants et des kiosques d'information. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Vous faites le grand ménage, vous voulez vous départir d'articles personnels en bon état ou donner une seconde vie à certains objets qui pourraient faire le bonheur d'une autre personne. Organisez donc une vente de garage pendant la fin de semaine du 2, 3 et 4 septembre et débarrassez-vous de certains items tout en faisant quelques sous. À Sainte-Adèle, les ventes de garage sont gratuites et ne requièrent pas de permis ou d'autorisation de la part de la Ville.
Vous devez toutefois respecter quelques consignes. La vente de garage doit être tenue sur la propriété qui est le lieu de résidence de la personne physique effectuant la vente. Elle est autorisée entre 8 heures et 18 heures chaque jour de la fin de semaine. La réglementation autorise l'installation d'un seul panneau publicitaire d'une superficie maximale d'un demi-mètre carré sur votre lieu de résidence, là où a lieu la vente ou le bazar. Maximisez la visibilité de votre vente de garage en complétant le formulaire en ligne afin de faire partie de la liste des adresses participantes qui sera diffusée à l'approche de la fin de semaine des ventes de garage et bazar. Inscrivez-vous sans tarder sur le site web de la ville. Les ventes de garage et bazar sont autorisées 2 fois par année, soit en mai et en septembre. La municipalité de Val-Marin a annoncé l'obtention d'une aide financière totalisant 3 357 520 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau 2023. Octroyée par le gouvernement du Québec, cette enveloppe financière sera consacrée à la mise aux normes des infrastructures d'eau potable du secteur de la rue de la Rivière et du chemin de la gare à Val-Morin. Cette importante subvention permettra d'assurer plus de 66 % du coût total des travaux qui se chiffre à 5 067 000 $, se déroulant entre l'automne 2023 et le printemps 2024 sur une distance d'un peu plus de 2 km. Ces travaux concernent principalement le remplacement de conduites d'eau vieillissantes dont la réfection était jugée prioritaire dans le plan d'intervention de la municipalité. Desservant 104 résidences, les tronçons touchés par les travaux sont les suivants. La rue de la Rivière, depuis la station de traitement des eaux usées de Val-David jusqu'aux limites de Val-David. La rue de la Rivière, de la 10e avenue jusqu'à la 7e avenue, le chemin de la gare, de la rue de la Rivière jusqu'à la 7e avenue. La mairesse Donna Salvati mentionne que la réalisation de travaux de cette envergure ne pourrait être possible sans le soutien du gouvernement du Québec. Elle ajoute qu'en plus de la mise aux normes des conduites d'eau potable vieillissantes, la municipalité profitera de l'occasion pour procéder à la réfection pleine largeur de l'asphaltage des rues ciblées par les travaux, ce qui offrira un accès plus adapté aux cyclistes et aux piétons entre le cœur villageois et la piste multifonctionnelle du Petit Train du Nord. Les travaux qui débuteront à l'automne 2023 devraient se terminer au printemps 2024. Les détails concernant l'échéancier de ce chantier et les entraves à prévoir à la circulation seront communiqués ultérieurement par la municipalité sur son site web dans la section Info Travaux. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec Mme Amélie Gauthier de l'organisme Centre de prévention au suicide Faubourg à Saint-Jérôme. Vous êtes la directrice générale. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci de me recevoir. C'est la moindre des choses de parler d'une cause si importante. Je veux commencer avec un mot qui apparaît dans le nom de votre organisme. Centre de prévention. Prévention. C'est la chose la plus importante lorsqu'on confronte le fléau du suicide. C'est pas être réactif, c'est être proactif. Donc, parlez-moi un petit peu de cette prévention dont s'occupe votre organisme, s'il vous plaît. Mais le Centre de prévention suicide, on existe depuis 30 ans. On a 8 pignons sur rue à Saint-Jérôme, mais on dessert toutes les Laurentides au complet. Donc, juste avant Laval, là, jusqu'à Mont-Laurier, là, les Laurentides au complet ont les services du centre. On a plusieurs types de services. Au niveau de la prévention suicide, principalement, on a une ligne d'intervention de prévention suicide où c'est des intervenants qui vont répondre aux appels de détresse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gens peuvent appeler chez nous. Je peux vous donner le numéro. J'imagine que vous allez le annoncer. Oui, on va le donner à la fin pour que ce soit plus facile de le trouver. Mais je veux discuter de cette prévention un petit peu plus profondément parce que vous faites la prévention, mais seul, vous ne pouvez pas y arriver parce que vous devez faire cette prévention par l'intermédiaire des gens qui côtoient les personnes qui sont à risque. Vous ne pouvez rien faire sans eux. Donc, parlez-moi de l'importance de collaborer avec les gens qui doivent identifier chez leurs proches ces signes précurseurs-là.
Tout à fait. Mais c'est certain que sur cette fameuse ligne que je vous ai parlé, les gens en détresse peuvent appeler. Les proches peuvent appeler aussi. Mhm. Donc, quelqu'un qui est inquiet pour quelqu'un qui semble en détresse, quelqu'un qui parle d'idées suicidaires peut nous appeler, puis à ce moment-là, on va les aider, on va regarder avec eux comment faire pour aider la personne qui va pas bien. C'est certain aussi que au niveau des signes de détresse, je pense que c'est ce que tu aimerais que je parle un peu, hein? Euh, Quelqu'un qui est suicidaire, quelqu'un qui est en détresse, ça se ressemble beaucoup, hein? Parce que dans le fond, les idées suicidaires, c'est un symptôme de détresse. Hein? Donc, je peux avoir le nez bloqué, je peux avoir un rhume, je peux avoir une sinusite, je peux avoir plusieurs affaires. Donc, les idées suicidaires viennent avec la détresse. Donc, n'importe qui vit une détresse pourrait avoir des idées suicidaires. Ça, c'est la première chose qu'il faut garder en tête. Et souvent, quand on est un proche, on ne s'imagine pas que la détresse que notre conjoint, que notre ami, que notre enfant vit Mhm. est tellement grande que ça y fait vivre des idées suicidaires. Donc, rester aux aguets, ça veut dire voir si cette personne-là, tout à coup, a des changements significatifs. C'est quelqu'un qui aime être en groupe, là, tout à coup, elle s'isole. C'est quelqu'un Mhm. qui a de la difficulté avec ses émotions, donc ses émotions éclatent soudainement. Que ce soit des pleurs, que ce soit de la colère, que ce soit de l'anxiété, elle a de la misère à gérer ses émotions parce qu'elle va pas bien en ce moment. Puis quand on est en détresse, c'est plus difficile de contrôler nos émotions, par exemple. C'est Mhm. des gens qui vont parler de disparaître, ou il y en a qui vont dire directement qu'ils pensent au suicide, qu'ils pensent à mourir, qui ont l'impression de ne pas avoir une place en ce moment, ou qui ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à se sortir de la situation qu'ils vivent. Ça, ce sont des signes qu'il faut rester aux aguets, là. Cependant, je crois que c'est une ligne mince entre, d'un côté, ce que vous avez dit, détresse, et de l'autre côté, tristesse, mélancolie, colère causée par quelque chose de moins minime qu'une chose qui causerait de la détresse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier cette différence-là? Parce que moi, dans ma tête, si j'enclenche l'engrenage et que j'interviens auprès d'un de mes proches qui est tout simplement triste ou mélancolique et qui n'est pas encore rendu au niveau de détresse, dans ma tête, ça peut empirer la situation. Confronter Hum, quelqu'un dans cette situation-là qui n'est pas rendu de l'autre côté de cette fine ligne, dans ma tête, ça peut ouais. avoir un effet négatif, non? Ben non, en fait. En fait, Non, ma pas du réponse tout. est Ok, je me ouais, trompe. non, ma réponse est tout autre. En fait, c'est qu'on Ok. devrait toujours parler avec nos proches. Que la détresse soit petite ou grande, si je parle avec cette personne-là régulièrement, mais quand elle ira vraiment pas bien, elle va me le dire parce que je suis habituée de lui dire Hey, t'as pas de l'air à filer. De pas attendre que de penser que la détresse est énorme pour parler à quelqu'un. Autre chose que j'ai envie de répondre à ta question, c'est Mhm. quand quelqu'un va pas bien, quand quelqu'un est très en détresse et qu'il a des idées suicidaires, euh, c'est pas tout le monde qui va en parler. Il y en a beaucoup qui vont se renfermer sur eux-mêmes. Mhm. C'est pas évident d'en parler parce qu'ils ont peur de la réaction des autres. Ils ont peur de C'est exactement penser ça. qu'ils exagèrent. Ils ont peur de. Et quand j'ouvre avec un proche, puis je lui dis, t'as vraiment pas l'air à aller bien, et que je parle directement de, ça m'inquiète, tu me disais que t'étais pas sûr de pouvoir t'en sortir, tu me disais que t'étais pas sûr de passer ta fin de semaine, t'es-tu en train de me parler de suicide? Si la personne Mhm. est suicidaire, ça va lui faire un bien fou de pouvoir en parler puis de rentrer dans cette porte-là. Si elle ne l'est pas, elle va juste dire ben voyons, ben non, je ne suis pas, et vous allez continuer votre conversation. Pour certaines personnes, mais moi, de la façon que je m'imagine que je réagirais, c'est que si je suis tout simplement triste et Oui, que je me fais parler par un proche qui me dit, ah Vincent, es-tu en détresse, as-tu une idée suicidaire? Moi, de la façon que je vais réagir, ce que je vais penser, c'est, oh mon Dieu, ma façon d'être est un inconvénient pour elle, ou ma façon d'être l'a affecté, elle a perçu ça en moi, donc ça l'affecte dans son quotidien ou ça affecte son environnement. Donc la prochaine fois que je vais encore pas bien, je vais juste tenter de mieux le cacher. Je pense que c'est de façon-là que je réagirais. Donc, je pense que comme un couteau à ah, deux tranchants, j'ai l'impression. ben, en fait ce que j'ai goût de te répondre à ça, c'est je pense que ça dépend comment tes proches t'approchent. OK. Je pense qu'il y a une façon d'approcher les gens, de pas culpabiliser les gens, puis de nommer son inquiétude. Tu sais, je t'inquiète, t'as Mhm. pas l'air affilé, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on commence par ça. Tu sais, on ne demande pas à quelqu'un qui pleure à chaque fois c'est suicidaire. Fait que je demande, t'as pas l'air affilé, qu'est-ce qui se passe? C'est la première chose, c'est d'aller vers les gens puis de dire, ça va pas, je le vois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écouter qu'est-ce qui se passe, regarder avec elle, trouver des solutions, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là. Et enclencher une conversation avec eux. Mhm. C'est sûr que si c'est quelqu'un avec qui je parle jamais,
que je suis pas habituée d'ouvrir puis parler de mes émotions avec cette personne-là, ça se peut que j'avais pas envie d'en parler à ce moment-là. Mais malheureusement, la seule façon de savoir si quelqu'un est suicidaire, c'est d'y demander. Donc, il faut Ou être pas. le plus direct. Il faut être le plus Il direct faut être le possible. plus direct possible, c'est sûr, parce que si je lui dis t'aurais-tu le goût que ça arrête? Ben oui, j'aurais le goût que ça arrête, mais qu'est-ce qui pourrait arrêter ma vie, Mhm. la situation? Fait que c'est sûr que plus je pose la question directement, plus j'ai une réponse directe, puis plus on peut, à ce moment-là, gérer la situation. Dans le fond, si moi, je ne suis pas capable de poser la question, puis j'ai peur de poser la question, puis je tourne autour du pot, ben ça se peut que Mhm. si je suis en train de parler à mon frère, ben il va se dire ah, elle n'est pas capable, elle n'est pas prête à recevoir la réponse, puis je ne dirai pas. OK. Tandis que si je pose la question directement, j'envoie le message, puis regarde, je suis là, je suis solide, puis je suis prête à recevoir ce que tu vas me donner. Mhm. Puis dans le fond, tu sais, je disais tantôt, une idée suicidaire, c'est un symptôme. On ne va pas parler de ça pendant 30 minutes. OK, on voit, OK, tu as des idées suicidaires. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas vraiment pas bien. Fait qu'on va regarder Mhm. qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien comme ça, puis on va essayer de résoudre la situation, pas les idées suicidaires. Les idées suicidaires, ils disparaissent une fois, le symptôme OK. disparaît une fois que la détresse part. Si, par contre, je pose la question directe et la réponse est directe, mais elle est je ne veux pas en parler, je ne devrais pas pousser encore plus. Ou est-ce que j'arrête là ou est-ce que je repose la question, je pose? Ben, encore là, ça dépend de la relation. Je dirais, OK. ben, qu'est-ce qui fait que tu veux pas en parler? Je suis mal à l'aise. Est-ce que tu aimerais bien en parler avec quelqu'un d'autre? Tu sais, souvent, avec les enfants ou les adolescents, ils sont plus à l'aise avec une personne ou avec une autre. J'ai pas envie d'en parler avec toi ou j'ai pas envie d'en parler en ce moment. Parfait, ben, peut-être qu'on pourrait parler un autre moment donné. Tu n'as pas Mhm. envie de parler de tes idées. Si tu as des idées suicidaires, peut-être que tu pourrais me parler de qu'est-ce qui fait que tu vas pas bien, par exemple. Puis entamer la conversation. L'idée, c'est d'ouvrir la conversation pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez dit que la condition, c'est la dépression? Est-ce que la dépression, parce que je crois qu'une maladie est définie comme étant, OK, je me reprends. Je crois une maladie est définie comme étant une condition physique du corps. Donc, une dépression, c'est qu'il y a certaines synapses qui ne se font pas dans le cerveau. C'est une maladie. Est-ce que Oui, la détresse, c'est également une maladie ou est-ce que c'est tout simplement un volet d'une dépression? exact. C'est une très bonne question. Euh, c'est pas tous les gens qui sont suicidaires qui sont en dépression et c'est pas tous les gens qui sont en C'est dépression ça. qui sont suicidaires. Hein? Donc, OK. c'est sûr que quand les gens qui sont en dépression ont un état dépressif, ça fait partie du diagnostic aussi d'avoir des idées suicidaires. Fait que donc, c'est certain qu'il y en a en dépression, ils ont beaucoup plus de chances, sont plus à risque d'avoir des idées suicidaires. Mais un état de crise, un état de détresse. Qu'est-ce qui fait qu'on devient suicidaire? C'est qu'on a l'impression d'être envahi par une situation. Ça peut être très situationnel sans être en dépression. J'ai perdu mon emploi, puis le fait que j'ai perdu mon emploi, je suis plus capable de payer mon hypothèque, je suis plus capable de payer mon auto, je me retrouve à la rue, puis là, je suis complètement envahie par la situation. Mhm. Je ne sais plus où me retourner. La détresse m'envahit. Je suis pas en dépression. Je suis en situation problématique qui m'envahit. Puis ça se peut qu'il y ait des idées suicidaires à ce moment-là qui apparaissent. Donc, c'est pas être en détresse, c'est pas une maladie, mais oui, il y en a qui ont une maladie qu'on appelle la dépression, qui vont avoir des idées suicidaires. Donc, la détresse, les idées suicidaires sont autant corrélatives à la gravité de la situation qu'au fait de croire ou de percevoir que cette situation n'a pas d'échappatoire. C'est Exactement. vraiment C'est ça vraiment une l'enjeu. C'est que je peux. perception. Oui. OK. La personne a l'impression d'être pris dans une boîte puis qu'il n'y a pas d'issue. Je suis pris dans une C'est ça. boîte, la boîte est fermée, je ne trouve pas l'issue, c'est noir, j'arrive, peu importe où je regarde, je ne vois pas d'autre solution. C'est cette impression-là. C'est pour ça, souvent, ce qu'on dit en prévention suicide, d'aller chercher de l'aide, parce que nous, de l'extérieur, on les voit, les portes. Mais quand moi, Mhm. je suis dans la boîte, je la vois pas, la porte, je les vois pas. J'ai essayé de tous côtés, puis j'y arrive pas. Donc, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à ouvrir la boîte, puis essayer de trouver d'autres pistes de solutions, parce que notre perception dans la crise, c'est que je la vois pas, la solution. Et Oui, allez-y, pardon. Et c'est très souffrant. Tu sais, je suis pris dans la boîte, c'est souffrant. Je n'arrive pas à me sortir de là, puis j'ai mal. Fait que je veux me retirer de là. Et c'est ça l'idée suicidaire. J'ai tellement mal, je vois pas d'autre solution.
que tout ce que je vois, c'est que je vais arrêter de vivre parce que ça me fait trop mal. Alors, c'est ça qu'on veut défaire et c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit une ressource de quelqu'un d'autre pour nous aider à évacuer ça puis à prendre du recul. Vous avez dit que ce que ces gens-là se disent, c'est que ça fait trop mal, donc je vais y mettre fin. J'aimerais parler, si vous nous le permettez brièvement, de l'envers de cette médaille-là. Donc, le mal qui est fait, mais qui n'est pas nécessairement fait à la personne qui est victime, donc à ses proches. J'ai Ouais. parlé lorsque l'acte est commis et qu'il réussit tragiquement. J'ai parlé à M. Vanier, qui travaille avec vous, puis il m'a mentionné qu'en moyenne, cet acte-là a fait 10 victimes autres que la personne qui commet l'acte. C'est 10 proches qui doivent vivre avec ça et qui en souffrent. Donc, parle-moi un petit peu, si vous en avez, des Le deuil. services que votre organisme exact offre pour le deuil des proches. Oui, tout à fait. Le deuil par suicide, c'est un deuil particulièrement souffrant, très difficile, plus long qu'un deuil normal. On rentre ça dans les deuils traumatiques. Donc, Mhm. c'est plus long. On offre des services, on offre des suivis de deuil auprès des gens endeuillés par suicide partout dans les Laurentides. Ils sont gratuits. Il y a des rencontres individuelles qu'on offre. Il y a des rencontres de groupe avec 2 intervenants, un petit groupe pour aider les gens à passer à travers. On offre des rencontres pour les adolescents, les enfants, les adultes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit la personne tout le long de son deuil. Donc, les premières rencontres, habituellement, sont en individuel. Il y a 5 à 7 rencontres individuelles. Ensuite, vient le besoin de parler à d'autres gens qui vivent la même chose. On va les transférer dans un groupe. Fait qu'en général, les gens vont venir chez nous pendant un an et demi pour un suivi de deuil, pour les aider à passer à travers le tout. Tout est gratuit. Mhm. L'idée, c'est qu'ils soient capables d'avoir un endroit pour les accompagner là, à travers ce processus-là qui est particulièrement difficile. Puis oui, ça touche au moins 10 personnes. Fait Au moins qu'un 10 suicide, personnes, fait que c'est souvent au plus moins que 10 ça, là. personnes. Oui, parce que dans 10 personnes, on va rentrer les amis proches, la famille, mais tu sais, un collègue de travail, que tu travailles 40 heures semaine, là, Mhm. Ouais, ça paraît pas, mais tu es touché, là, ça devient, il même se si c'est crée pas un un lien, ouais. ami que tu vois la fin de semaine, c'est quelqu'un qui fait partie de ton quotidien, fait qu'eux aussi vont être touchés par la situation. Est-ce que l'une des raisons pour laquelle ce deuil-là est si traumatique, c'est contrairement à une maladie ou un accident, est-ce que c'est parce il y aura toujours cette porte ouverte de questionnement, j'aurais-tu pu faire quelque chose? J'imagine Ouais. que ça contribue au Oui, traumatisme de ce deuil-là. oui, oui. Il y a le non-sens. La valeur de la vie dans notre société est très élevée. Hein? On le voit juste quand on tue quelqu'un, on va en prison, puis c'est là qu'on a le plus gros, la plus grosse amende. Là, on Ouais, va en prison à vie. peine. Oui, d'accord. Donc, se tuer soi-même, ça va à l'encontre ça n'a comme pas de sens. Donc, C'est le quand je geste suis moins proche de naturel au cette, monde. ouais, quand cette personne-là, proche de moi, se tue, la première chose que les gens vont faire, c'est se questionner sur le pourquoi. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce qui fait que les autres... Et là, il y a Mais, énormément de questions qui vont mais apparaître. est-ce que ce n'est pas extrêmement égoïste comme réaction que Oui. un de nos proches se tue et la première chose ou l'une des premières choses à laquelle on pense, c'est moi, qu'est-ce que j'ai. Oui. C'est égoïste, non? Ben, en fait, une blessure personnelle, c'est toujours égoïste. Peu importe quelle Mhm, blessure qu'on vit. Donc, si moi, je vis un deuil, c'est mon deuil, c'est mes réactions, mes émotions, fait que ça va être profondément égoïste. Si je m'ennuie de quelqu'un, ça va être égoïste. Si j'ai de la peine mhm, parce que je continue pas ma vie avec lui, tu sais, le deuil, entre autres, c'est le deuil de tous les espoirs et tout l'avenir que j'avais avec cette personne-là, peu importe mhm. de la façon que la personne décède, ben, c'est égoïste parce que c'est ce que moi, je m'attendais à vivre avec cette personne-là. Euh, tu sais, souvent, j'utilise Le Petit Prince, le livre Le Petit Prince, pour Saint-Exupéry, que expliquer ça. j'adore. Oui, oui, d'accord. Là, vous parlez de Et mon langage. avec le renard, là, quand c'est le temps de Oui, quitter, puis il lui dit on est responsable de qui on a apprivoisé, on est oui. responsable de ceux qu'on aime. Vous êtes responsable pour toujours de ce que vous avez apprivoisé. Oui, je me souviens. C'est un peu ça. C'est un peu ça dans le deuil, surtout avec un suicide, c'est que je l'aimais, j'étais responsable pour qu'il se commence. Qu'est-ce que j'ai raté qui fait qu'il n'était pas heureux comme ça? Fait que c'est cette blessure-là, oui, tu as raison, qui est un peu narcissique, mais qui fait partie de la plus grosse blessure et qui est la plus différente des autres deuils.
Donc, le deuil, c'est non seulement une réaction à l'absence de la personne, mais une réaction à voir l'avenir qu'on avait avec cette Oui, personne-là se dissiper. oui. C'est vraiment il faut se détacher de la personne physiquement, donc s'habituer à un environnement sans elle, mais aussi à s'habituer à changer nos projections d'avenir aussi. Donc, si c'était mon conjoint, si c'était mon enfant, ben tout, tout ce que je m'étais imaginé dans le futur est à changer. Mhm, Donc, ça fait plein plein de choses que je dois m'adapter. Si, par exemple, puis souvent, je vais parler des hommes parce que 80% des suicides sont faits par oui. les hommes au Québec, entre 25 et 64 ans, vraiment les hommes adultes. Donc, la femme se retrouve seule. Et là, le plein de changements. Peut-être qu'elle ne sait pas comment passer la tondeuse. Peut-être qu'elle ne sait pas comment... ça a l'air nono, hein, mais c'est Mhm, toute l'adaptation que les gens ont à faire dans le quotidien. Et là, ben, je n'aurai pas ma retraite avec mon conjoint. OK, là, je dois m'adapter. Ma famille a changé. Je m'ennuie de la personne. J'ai de la peine. Je me questionne. Et ça n'a aucun sens. Hein. Il y a une notion de sens aussi qui apparaît de ça n'a pas de sens. Comment ça que ça m'arrive à moi? Et tout ça fait en sorte que ça fait un deuil beaucoup plus compliqué et plus long. Tu sais, souvent, si on y va avec un accident d'auto, par exemple, des fois, on va entendre ah, c'était le destin. Ah, c'était un accident. mhm. Il y a comme une raison. Dans le suicide, la personne qui vit le deuil, il n'y a comme pas de raison pour quelqu'un qu'on aime veut se Ouais. tuer. Ça n'a pas Mhm. de sens. C'est un non-sens. Ouais. Pour, euh, pour quelle raison, s'il y a une raison qui a été déterminée, est-ce que ce sont les hommes qui sont plus affectés par ça? Est-ce que c'est parce que Oui. dans un monde en pleine évolution, on s'adapte moins facilement aux changements? Est-ce que c'est parce qu'on est moins vocaux puis on a moins tendance à en discuter, donc à aller chercher de l'aide? J'imagine que ça va être comme un mélange des deux. Ce serait quoi les raisons? C'est intéressant, un peu de ce que tu as nommé. Je dirais qu'il y a une partie où, en effet, la demande d'aide des hommes est différente. C'est pas qu'ils ne demandent pas l'aide de la même façon, elle est demandée différemment. Nos services sont moins adaptés à la demande d'aide des hommes. Les Mhm. services au Québec viennent, principalement, ce sont des femmes qui sont là, premièrement, dans les services, les psychologues, travailleurs sociaux et tout ça. Et deuxièmement, ce sont des services qui ont été bâtis par des femmes. Donc, un homme a besoin de régler son problème par lui-même et va demander de l'aide à la toute fin quand il est en crise. La OK. femme commence à parler dès le début. Donc, elle, ça fait longtemps qu'elle est dans un service et elle demande de l'aide. L'homme, il attend la toute fin. Il est en crise, il a besoin d'aide maintenant. Il se pointe à un CLSC, il se pointe à quelque part, il y a un an d'attente. Ben non, c'est parce que Mhm. c'est maintenant qu'il a besoin d'aide. La OK. dame, elle, ça fait longtemps qu'elle est sur la liste d'attente, fait qu'elle a eu le temps de se faire récupérer. Fait qu'il y a un niveau aussi de... La demande d'aide se fait beaucoup plus tard. Elle se fait différemment. Un homme n'ira pas pleurer, demander de l'aide. Il va peut-être être plus irrité et agressif. Et là, Mhm. bon, on va lui dire de se calmer. On va lui dire de prendre une grande Comment, respiration. comment s'adresser à cette mentalité d'homme Cro-Magnon-là? Parce que ça se voit dans toutes les facettes de la vie des hommes. On demandera, je généralise, mais moi, je ne demanderai jamais des directions. Je vais réparer tout ce que j'ai à réparer moi-même sans jamais demander d'aide. Puis j'imagine que ça serait la même chose si jamais je suis en situation de détresse. Comment est-ce qu'on va vers les hommes et qu'on sensibilise à, à la contre-productivité de cette façon de faire-là? Oui. Je pense qu'il y a plusieurs façons. La première chose, je pense qu'au niveau des services, puis dans les Laurentides, on le voit beaucoup, il y a des formations maintenant pour aider les intervenantes à comprendre la demande d'aide des hommes. Ça, c'est la première chose. Comprendre que la demande d'aide est différente. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est agressif et on sent qu'il va pas bien qu'il est violent. Donc, il doit être Mhm, choqué de ne pas être capable de s'en sortir en ce moment tout seul. Fait que d'accepter ça, d'accepter les demandes d'aide aussi qui viennent des proches. Si on sait que par lui-même, il n'ira pas demander de l'aide, puis c'est sa femme qui demande de l'aide, ben de ne pas dire il faut que ce soit lui qui m'appelle. Donc, parfait. mhm, La madame vient me dire monsieur a besoin d'aide. Parfait, on va prendre rendez-vous pour lui. L'autre chose, c'est que les hommes parlent à leur médecin de famille, moi, puis pas nécessairement aux travailleurs sociaux.
Donc, former les médecins de famille, parce que c'est lui qui va voir, puis il va parler plus de j'ai mal au dos, j'ai des migraines, fait que c'est au Mhm. médecin de famille de décoder qu'est-ce qu'il est en train de dire. L'autre chose, je pense qu'il y a une partie au niveau socialement, qu'on doit changer la perception que demander de l'aide, c'est faible. Que demander de l'aide, ça veut dire que c'est pas... Fait que ça, c'est quelque chose à Ouais. changer. C'est une Oui. force de demander de l'aide. Ça, c'est plus socialement qu'on doit changer cette partie-là et de valoriser quand les jeunes hommes sont petits, d'aller demander de l'aide, puis de valoriser le fait qu'il a eu le courage de demander de l'aide, pas plutôt de valoriser le fait qu'il s'en est sorti par lui-même. OK. Donc, le nombre ou la quantité, le volume d'appels que vous recevez parce que vous occupez du territoire entier des Laurentides doit être gigantesque. Comment est-ce que vous palliez cette demande énorme? On a entre 8 000 à 10 000 appels par année. C'est sûr que sur nos lignes d'intervention, c'est des intervenants de crise, c'est des intervenants payés, c'est pas des bénévoles, formés aussi. Mhm. Donc, on doit s'assurer à être capable de répondre à la demande. Pour le faire, comme tout organisme communautaire, ben, on fait des campagnes de financement parce qu'on a besoin d'intervenants supplémentaires. La subvention qu'on reçoit n'est pas suffisante pour avoir assez de monde sur nos lignes pour répondre à la demande Mhm. actuelle. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des campagnes de financement, on récolte de l'argent, puis on engage des intervenants supplémentaires pour qu'il y ait plusieurs personnes sur les lignes, surtout de soir, de jour, de soir. C'est là que ça sonne plus là, dans les Laurentides. Donc, pour être sûr qu'on est capable de prendre tous les appels sur notre ligne d'intervention. Puis sur la ligne, comme je vous disais, ça peut être un intervenant, ça peut être un professeur qui nous appelle pour dire qu'il est inquiet pour un jeune, une personne en détresse, une personne suicidaire. On a des endeuillés qui nous appellent, on a des proches qui nous appellent. Fait que notre ligne, on reçoit tous ces gens-là, puis on les aide, puis on les accompagne à travers leurs besoins, là, dans le fond. Est-ce qu'il y a une période de l'année, par curiosité, est-ce qu'il y a une période de l'année où on doit être plus aux aguets de ce type de signe précurseur-là? Parce que j'imagine que ce serait l'hiver, il fait noir toute la journée, il fait froid, donc le volume d'appels doit toujours augmenter un petit peu pendant les mois plus froids, Oui, right? tout à fait. Tout à fait. T'as des bonnes façons de... Oui, en effet, à partir de novembre, décembre, le temps des fêtes est particulièrement difficile pour l'isolement. Février, la Saint-Valentin, très dur pour ceux qui sont isolés. Et à partir de mars, ça commence à diminuer. Fait qu'on suit vraiment la période d'hiver. C'est pas un petit peu contre-intuitif que, je veux dire, c'est le temps des fêtes, je devrais me ressourcer, il y a certains jours de vacances, je devrais me ressourcer, je devrais voir ma famille, mes amis. Ça devrait pas avoir l'effet contraire puis être bénéfique pour les gens dans une situation comme ça? Ben, ça a un effet pour ceux qui sont pas isolés ou ceux qui sont pas en chicane avec leur Ouais, famille, pour ceux... Fait que les gens qui ouais. ont qui sont très isolés, ben eux voient le Noël arriver et c'est particulièrement difficile. Les gens qui vivent un deuil, entre autres, les gens qui sont OK. endeuillés par suicide chez nous voient Noël arriver. Ils n'ont pas envie là, d'entendre les chansons de Noël à partir Mhm. d'octobre. Ça leur fait Mm. juste penser qu'ils vont vivre leur premier Noël sans la personne chère qui est pas là. Fait qu'il y a des gens qui, Noël, c'est pas un bon moment. Et il y a des gens qui se sentent très isolés également, puis que la Saint-Valentin, c'est pas un bon moment parce que tout le monde fête l'amour. Puis eux, ils sont peut-être pas là en ce Ouais. moment. Donc, si je vois un signe précurseur, j'appelle quel numéro, je cherche sur quel site web. Si je Oui, veux donner de l'argent, comment est-ce que je fais pour m'engager là-dedans? super. Ben, on a un site. Si vous allez sur le site web, vous pouvez trouver le Centre prévention suicide Faubourg. Sur ce site-là, il y a toutes les coordonnées et vous pouvez aussi donner en ligne à ce moment-là là, un don. Sinon, si vous avez besoin de services, 1-866 appel APPELLE, c'est le 277-3553. Sinon, le numéro local, le 450-569-0101. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les services de deuil, pour l'aide, tout passe par cette ligne d'intervention-là. Donc, quelqu'un qui fait un deuil en ce moment, qui a envie d'avoir un suivi de deuil par suicide, nous appelle sur la ligne, puis on va l'accompagner, puis on va prendre la demande. Et s'il y a quelqu'un en détresse, il peut nous appeler aussi, puis l'intervenant
qui répondent directement en passant. C'est dès qu'on dit le faubourg bonjour, vous êtes déjà en ligne avec un intervenant prêt à vous aider. En ce moment, là, pour le mois de septembre-octobre, c'est le temps où on commence à amasser des sous pour l'année prochaine pour être capable d'engager nos intervenants supplémentaires. Donc, on est en campagne de financement. Donc, c'est sûr que tous les dons... Parle-moi un petit peu du financement des événements, des campagnes, de ce que vous faites pour faire la promotion de l'organisme, augmenter la visibilité de ce que vous faites. C'est sûr qu'en ce moment, tu vois, au mois de septembre, on a une grande activité familiale de jeux gonflables. Donc, les compagnies achètent des entrées pour les familles qui travaillent chez eux, puis ils envoient les enfants jouer. C'est une de nos campagnes de financement actuellement. Donc, on appelle dans les compagnies pour voir si les compagnies ont envie de contribuer à cette activité-là. On a également une activité qui s'appelle, c'est des chandelles qu'on vend sur notre site Internet, des chandelles virtuelles au nom des gens qui ont perdu quelqu'un. Donc, pour 5 $, on peut acheter une chandelle. Et ça également, là, ça devient un don. On a un gala qui s'en vient en février. Pour fêter notre 30 ans, comme j'ai dit au début, là, ça fait 30 ans. Ouais. Donc, un grand gala, là, un souper 5 services où cette soirée-là va être là pour amasser des fonds également. Fait qu'on a plein d'activités. Et il y a des activités citoyennes aussi. Il y a des citoyens qui nous appellent, qui disent « J'ai envie de faire un souper spaghetti. » Bien, on va les accompagner à organiser le souper. Ils vont pouvoir faire leur billet. Puis s'ils ramassent 1 000 $, s'ils en ramassent 250 $, on va être super contents. On a des écoles, des fois, qui font des petites activités où ils vont vendre des biscuits, des choses comme ça, ramasser des sous pour le centre. On va les accompagner également. Est-ce que c'est moi qui ai disparu? C'est toi qui as disparu, mais tu viens juste de revenir. Je m'excuse. Je suis désolé. Donc, je l'ai manqué, mais vous nous avez parlé de toutes les activités. Oui. Fantastiques. Donc, j'assume que ce sont des super belles initiatives pour lesquelles je vous remercie. Puis, je suis certain que la population des Laurentides vous remercie également. Je vous remercie aussi d'avoir été de notre. C'était super intéressant. Puis, c'est vraiment des services absolument nécessaires que vous offrez. Puis, on a hâte d'aller vous rencontrer sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. La municipalité de Val-David a annoncé le lancement d'un nouveau bulletin d'information imprimé qui sera distribué gratuitement dès la première semaine de septembre à toutes les résidences de son territoire. Publié 4 fois par an, ce bulletin a pour objectif de faciliter une meilleure compréhension des enjeux municipaux, d'informer la population tout en renforçant les liens entre la municipalité et ses résidents. En couvrant un large éventail de sujets, il permettra d'explorer tous les aspects qui façonnent la vie municipale. Pour ceux préférant une approche numérique, il sera possible de consulter la version numérique du bulletin en ligne via le site officiel de la municipalité. Provisoirement nommé le Val-Davidois, la municipalité souhaite impliquer ses résidents dans la recherche d'un nom officiel pour ce bulletin d'information innovateur. La municipalité vous invite donc à laisser libre cours à votre créativité afin de trouver un nom qui reflète au mieux votre communauté. Ce concours est ouvert à tous. Pour participer, il vous suffit d'envoyer vos idées à l'adresse communication@commercialvaldavid.com avant le 1er novembre. Vous pourriez remporter un certificat cadeau d'une valeur de 50 $ applicable sur les activités des loisirs à Val-David. À vous de jouer et bonne chance. La mairesse Dominique Forget affirme que la municipalité espère que ce tout premier bulletin d'information deviendra une référence pour rester informé sur les projets, activités, cours et événements du village. Les résidents pourront y suivre l'évolution des infrastructures, découvrir les défis municipaux et s'inspirer des initiatives communautaires. Le samedi 2 septembre, tous sont conviés à aller se procurer un bol unique au coût de 20 $, fabriqué par des extraordinaires potiers et bénévoles de la municipalité de Val-David au profit du comptoir alimentaire du village. Un beau coup de pouce pour nourrir la communauté val-davidoise dans le besoin. Organisé avec succès depuis plus de 13 ans, c'est avec fierté que les céramistes, bénévoles et partenaires vous invitent à poser ce geste rempli de bonté et de gratitude. Rendez-vous au kiosque Bol du partage du marché public, situé sur la rue de l'Académie, entre 9 h et 13 h, pour contribuer à ce mouvement de solidarité.
Le mouvement des bols du partage a vu le jour au Michigan en 1990 et il est organisé dans plusieurs villes dans le monde pour contrer la faim et sensibiliser au partage. La ville de Sainte-Agathe-des-Monts désire aviser les citoyens de la fermeture de plusieurs rues du 23 août au 15 octobre pour des travaux de réfection de la chaussée. Les rues concernées pour lesquelles la circulation locale sera permise seulement sont la place des Jardins, le chemin Régent, le chemin Gérald, le chemin André. Des signaleurs seront présents aux abords du chemin du Petit Bonheur où la circulation sera possible sur une voie en alternance. Pour toute demande de renseignement, veuillez communiquer avec la Ville en tout temps par téléphone au 819-326-4595 ou à l'adresse de courrier électronique info.travaux@vsadm.ca. Après plusieurs mois de consultations et de rencontres régulières avec les partenaires du milieu, la MRC des Laurentides a dévoilé son plan d'action en développement social 2022-2027. Depuis sa création en 2022, le comité de développement social de la MRC des Laurentides, formé de 5 maires et mairesses et de la direction générale, a rencontré près de 25 organismes locaux socio-communautaires ou parapublics œuvrant auprès des citoyens de la MRC des Laurentides. L'objectif de ces rencontres était d'entendre les enjeux et les besoins des partenaires du milieu et d'appréhender les réalités vécues sur le terrain. Pour répondre à leurs attentes, un plan d'action en développement social a été construit à partir de ces échanges. Avec cet outil, les maires et mairesses souhaitent confirmer leur volonté d'engagement et demeurer à l'affût des meilleures opportunités pour le mieux-être de la population en misant sur une collaboration étroite avec les partenaires. Les objectifs ambitieux que se sont donnés les membres du comité de développement social se déclinent sous 5 axes, dont le premier est la poursuite du partenariat avec les organismes, la MRC et les municipalités. Les 4 autres axes concernent la sécurité alimentaire, le logement socio-communautaire, le transport collectif et à mobilité réduite et le soutien à la collectivité. La version détaillée du plan d'action est accessible sur le site web de la MRC. Marc Lheureux, préfet de la MRC des Laurentides, mentionne que les organismes socio-communautaires détiennent une expertise exceptionnelle et nécessaire au tissu social de la région. Il ajoute qu'il tient à remercier ses précieux partenaires pour leur travail remarquable accompli au quotidien. Il affirme aussi que la MRC poursuivra son engagement au développement social selon ses compétences et les leviers dont elle dispose. C'est en novembre 2022 que le poste d'agent de liaison communautaire au sein de l'équipe de la MRC avait été officialisé. La MRC est membre de la concertation locale des aînés et du regroupement des partenaires en développement social de la MRC de Laurentides. La MRC est de plus active sur les tables jeunesse et sécurité alimentaire, ainsi que sur différents comités de travail en développement social. Dans le cadre de son entente de développement culturel, la Ville de Mont-Laurier vous invite à participer au concours Coup de cœur pour ma ville du 23 août au 22 septembre prochain. Vous êtes inspiré par les paysages, les activités ou encore par la communauté. Exprimez votre amour pour la Ville de Mont-Laurier en produisant une œuvre d'art. Pour y participer, vous devez faire parvenir votre création entre les 3 formes d'art suivantes, la littérature, la photographie ou le cinéma. Votre œuvre doit être envoyée par courriel à ERAMSAI, donc ERAMSAI, à commercial-villemontlaurier.qc.ca ou déposée à l'Hôtel de Ville par la poste à l'adresse suivante, au 300 boulevard Albini-Paquette à Mont-Laurier, code postal J9L1J9. Vous courez la chance de remporter l'un des 4 chèques cadeaux d'une valeur de 40 $ à l'Espace Théâtre. Une exposition des créations aura lieu le samedi 30 septembre prochain à l'Espace Théâtre dès 18 h où les gagnants seront dévoilés. Un jury déterminera les œuvres gagnantes ainsi que celles qui seront exposées. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse de procéder à l'inauguration du nouveau bloc d'escalade au parc des canotiers Gil Tinkler, qui soulignera la réalisation du projet de la seconde édition du budget participatif citoyen. Pour l'occasion, le maire Daniel Bourdon et Dominique Bilodeau, gagnants de cette édition et représentants du club de montagne Les Hautes-Laurentides, procéderont à la coupure du ruban officiel. De plus, dans le cadre de cet événement, des ateliers d'escalade seront offerts gratuitement par le club de montagne des Hautes-Laurentides. Ce nouveau module récréatif est disponible dès maintenant à l'ensemble des citoyens. Le projet du bloc d'escalade avait cumulé une majorité de 67 % des votes effectués par les citoyens.
Le projet de la 3e édition du budget participatif citoyen de la Ville de Mont-Laurier se poursuit à la plage du Lac des Sources. La réalisation du projet gagnant de la 3e édition est notamment en cours une plage accessible pour tous, projet proposé par Katharina Lasselle, sera finalisé d'ici l'automne. Le réaménagement de la plage et l'ajout de rampes et de tapis faciliteront les déplacements et l'accès à l'eau pour les personnes à mobilité réduite pendant la période estivale. La Ville de Mont-Laurier vous invite déjà à réfléchir quant aux projets structurants que vous aimeriez proposer dans le cadre de la 4e édition du budget participatif citoyen. En nouveauté cette année, un budget de 30 000 $ sera réservé par le conseil municipal pour la réalisation du projet qui aura obtenu le plus grand nombre de votes auprès des citoyens. Par le biais de ce processus démocratique, le conseil municipal offre aux citoyens le pouvoir d'agir en décidant de quelle façon sera dépensée une partie du budget d'immobilisation de la ville. Vous êtes donc sollicité de deux façons, soit en proposant des projets ou en votant pour l'un ou l'autre des projets finalistes qui seront dévoilés au cours de la prochaine édition. La Ville de Mont-Laurier désire informer les citoyens de la fermeture temporaire de la piscine jusqu'au 4 septembre inclusivement en raison de travaux liés à l'entretien. Les activités reprendront à compter du 5 septembre selon l'horaire d'automne qui sera publié au villemontlaurier.qc.ca dans l'onglet Loisirs et culture, horaire des activités libres. Celui-ci sera également disponible à la piscine municipale. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.